Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo yo yo, le speaker le plus élégant du 21e siècle, aka Amjad pour les intimes, comment tu vas? Ça va bien. Merci de m'avoir sur le podcast. Cool, cool. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui rejoignent le podcast sur cet épisode que le podcast il s'appelle Sweep, S-W-E-E-P, et qu'on peut le retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube. Donc voilà, si vous nous rejoignez sur cet épisode, bienvenue et n'hésitez pas à aller checker les épisodes d'avant. On est trop content de te recevoir, Amjad, sur le podcast. Ça nous fait vraiment trop plaisir. Ouais, On cool, essaie, merci. on essaie de recevoir un peu des gens des différentes disciplines du hip-hop. Donc, on a eu des chorégraphes, on a eu plus des danseurs de battle, Mhm. on a eu des DJ. L'idée, c'est aussi de faire des rappeurs et des graffeurs. Et toi, tu es le premier speaker qui vient. Ouais. Euh, Moi, j'ai une petite anecdote sur la première fois que je t'ai croisé. Je démarrais le break et ça faisait peut-être 3 ans que je dansais, 4 ans. Et je suis venu au Circle Kings, donc l'événement que tu organises. Je suis venu en 2010. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était l'avant-dernière année. Ah ouais, ouais. Et du coup, j'arrive et tout. Déjà, c'est la première fois que j'arrivais à un battle de cette ampleur avec cette vibe hip-hop et tout. Et je t'aperçois dans le couloir des qualifs. Il y a mes potes un peu plus grands. Ils me disent, ouais, bah lui, c'est Amjad, le speaker, c'est celui qui organise et tout. Je te vois avec ton chapeau stylé, machin. Et, euh, et mes potes, ils me font, ouais, du coup, c'est lui qui organise ça. Et il est aussi prof à la fac et tout. Et, euh, et quand mes potes, ils m'ont sorti ça, je me suis dit, wow, mais c'est quoi la vie de ce gars, quoi. Et Ouais. c'est ça la première image que j'ai eue de toi. Et ensuite, ben, il y a eu ce battle qui était ouf avec la finale Skill Methods contre Flomo, contre les Finlandais, Exactement. Ouais. la demi-finale avec les Brésiliens et tout. Donc peut-être qu'on y reviendra. En tout cas, voilà, moi, la première fois que je t'ai croisé. Et peut-être que dans un premier temps, pour démarrer simplement, tu peux te présenter. Oui, alors en fait, c'est marrant que tu me dises c'est la première fois qu'on a un speaker parce que c'est pas du tout comme ça que je me définis. C'est hyper Hmm. marrant. Ça veut dire que suivant qui me parle, ils disent ah, Amjad, ah oui, le b-boy. Ah, Amjad, ah oui, le graffeur. Ah, le MC. Ah, l'organisateur. Ah, le. Puis en fait, j'ai une espèce de multicasquette assez fat. Du coup, je me présente, Amjad, j'ai commencé à danser en Suisse et en fait, je suis MC totalement par hasard. C'est parce qu'à Hypnotic Festival en 2005, je suis appelé à juger avec Atta et Maurizio. Et en fait, l'organisateur vient vers moi et fait Amjad, c'est la merde, c'est la merde. Je fais qu'est-ce qui se passe? Ouais, le MC m'a planté, je sais pas quoi faire. Je dis mais file-moi le micro, quoi. En fait, il me dit: «Oh, mais t'es pas espagnol», tu vois? Je dis: «Non, mais c'est easy, mec, file-moi le micro, ça va bien se passer, je baragouine 3 mots, t'es capté». Et du coup, il me dit: «Ouais, mais tu dois juger». Je me dis: «Ouais, mais je peux faire les 2. Je juge avec le micro dans la main, je balance deux trois trucs et puis au moment de voter, à la fin du battle, je me lève, je parle au public, puis après on juge, puis je vote aussi», tu vois? Et en fait, c'est le bordel complet, genre tout le monde adore, tout le monde fait que de se marrer et puis dans ce battle-là, il y a KLP. Et KLP me voit et me disent ah ouais, on organise un battle hip hop session, on a besoin d'un host, tu serais parfait, il faut que tu viennes. Je dis ouais, moi je suis pas host, moi je suis juge ou danseur ou Hmm. ouais, mais organisateur. Il dit non non, mais là t'étais parfait, ça s'appelle hip hop session. Je dis ah ok cool, je viens. Premier battle que je dois faire, vraiment en tant que MC, c'est All the Most contre Mind180. Wow, c'est le premier battle que tu as C'est le speaké, premier celui-là. battle que je dois faire speaker et du coup depuis ce battle là, et ben, en fait, alors que je suis danseur depuis, tu vois, 22 ans, on m'appelle plus pour danser, mais on m'appelle en général pour être MC ou exactement. Ça a commencé comme Ok. ça. Pour résumer pour les gens, avant de décrire un petit peu ce que c'est qu'un MC, etc., puis de revenir aussi sur tes autres casquettes, tu peux nous raconter ce que c'était pour les gens qui n'y connaissent rien, le battle All the Most contre Mind 180, contre les Ouais, Américains? alors en fait, plutôt que d'avoir, truqué le montage pour les trouver en finale, ils ont ils ont tiré dans un chapeau et les 2 meilleures teams quasiment, de la planète ce jour-là, c'est, les Russes contre les Américains. Ça tombe premier battle. Et moi, je les connais tous personnellement. Du coup, c'est ça qui a fait la différence, c'est que
En tant que MC au début, ben, je balançais les blasts de chacun, je connaissais leur histoire. J'étais danseur, je savais au moment où ils allaient faire un freeze, je savais tout en fait. Hmm. J'arrivais à lire comme dans un livre facilement tout ce qui allait se passer, toute la vibe, tout ce que les gens ressentent, à quel moment il faut les calmer. Et c'est un battle qui a fait 2 tiebreakers. C'est le bordel complet. Je crois que c'est un des battles références de la plupart des gens de cette génération. Quand ils doivent montrer un battle à quelqu'un qui ne connaît pas, ils disent: «Ah bah vas-y, regarde ça. Regarde ça parce que tu vas tout comprendre». Et en plus d'être stylés, ils font des moves aussi impressionnants. C'est toujours Hmm. t'hésites toujours à montrer des gars qui font du cirque ou des gars qui sont stylés. Et dans ce battle, c'était vraiment genre le parfait milieu de personnes stylées qui arrivent à faire des mouvements incroyables. C'est clair, avec la combinaison Il y a incroyable Mark Beard. du barbu, je ne sais plus comment Ouais, il Mark s'appelle, Beard. qui saute assis sur l'épaule de son pote pour faire un Ouais, salto avant depuis l'épaule et tout. ouais, ouais. Sur le C'était ouf. beat. Aïe. Sur le son. Et Check, One Up, check. je crois que One Up, il était DJ. One Up qu'on a reçu dans notre tout premier podcast. Ouais, Il était DJ et il nous a dit, franchement, le lieu unique à Nantes, quand il y a eu cette combinaison, la salle, elle a tremblé, quoi. il a explosé. Et en fait, j'ai balancé, parce que moi, j'ai pas de. J'ai balancé tellement de oh shit ce jour-là que voilà, en fait, je disais ce que je ressentais. Il y a des mecs en Suède, ils ont fait des t-shirts oh shit à cause de ça. Et puis, Non. quand on m'a appelé à faire MC dans certains battles, ils me disaient: «Ah, vas-y, balance des oh shit». Puis je disais: «Ouais, mais je peux pas balancer des oh shit. C'est genre, c'est pas moi qui choisis. C'est genre, il faut que la danse me fasse sortir quelque chose, quoi». Hmm. Et du coup, pour terminer sur cette expérience-là, c'est le premier du coup battle que tu as speaké officiellement. Exactement. Euh, Comment tu te sens à ce moment-là quand tu dois speaker un des battles les plus légendaires de l'histoire? Bon, un, tu sais pas qu'il est légendaire avant que ça se passe. Deux, je suis méga à l'aise parce que, en tant que danseur, je me dis: «Je suis payé pour avoir la meilleure place du battle». Donc en fait, je suis en première ligne, donc c'est hyper bien. En plus, je touche un billet et en plus, je dois dire ce que je ressens. Donc c'est hyper simple pour moi. Ça veut dire, j'ai qu'à en fait, tous ces commentaires que je fais quand je battle, je les ai dans ma tête en permanence depuis que je suis petit quand je vois un battle. C'est juste sortir ce qu'il y a en moi pour Hmm. que tout le monde l'entende. Donc des fois, c'est pas très agréable parce que je suis obligé de balancer deux trois petites vannes. Et puis des fois, ben, souvent c'est bien parce que les gens ils comprennent ce qui se passe. Ça fait le petit truc en plus et pour les danseurs et pour le public, quoi. Ok, mais du coup, quand t'es speaker, j'ai quand même l'impression que ça dépend quand même beaucoup des danseurs qui sont devant toi. Et, euh, et imaginons les danseurs, bah, ils te plaisent pas forcément, t'aimes pas vraiment ce qu'ils font, tu fais comment? Alors, ça m'est arrivé parce que alors j'ai fait le battle Hip Hop Session, puis ensuite Nico de Pick Up Prod là, il me réinvite pour un battle régional. Et puis justement au moment de commencer, il me dit: «Ah vas-y, balance des oh shit». Et en fait, le niveau, il est genre catastrophique. Hmm. Et je suis face à un dilemme. Ça veut dire que je peux pas mentir à moi-même en balançant des trucs faux. Donc j'ai commencé à dire, à me réfléchir, enfin tout en battlant. Il y a des trucs qui sortaient, tu vois. Puis en fait, j'ai commencé à tracher les gens de manière marrante et subtile, où les gens ils disaient: «Ah salaud, tu m'as fait rire, mais c'est salaud, mais en fait t'as raison», tu vois. Donc en fait, c'était plutôt corriger ce qui allait pas dans leur danse, une sorte de workshop auditif pendant qu'ils dansent. Ou le freeze, ah dommage qu'il ait manqué le son. Puis en fait, ça a fait un peu mon style à un moment donné, c'est que ben voilà, je disais ce que je pensais, que ce soit bien ou mal, il fallait l'encaisser parce que en fait c'était la vérité, tu vois. Et puis du coup, ce Et battle-là, les gens ont adoré le speaking, pas parce que c'était enthousiaste, mais parce que c'était drôle, tu vois. C'est-à-dire les gars allaient lancer une routine, puis moi je comptais pour eux 5, 6, 7 et 8 parce que je voyais qu'ils étaient en galère. Donc du coup, c'était genre: «Ah la honte», même lui il voit, enfin tu vois, c'était genre, en fait, c'était si je balance une vanne pendant que tu danses, c'est que je la pense vraiment en général, quoi. Et puis ça sert de correctif pour pour le ceux futur, quoi. qui, hmm, pour ceux qui nous écoutent et qui ont jamais été à un battle ou qui connaissent de très loin la culture hip-hop, ce dont on est en train de parler, ça peut paraître un peu flou.
juste pour résumer, et tu pourras agrémenter la définition juste après si tu veux, mais en gros, un battle ou une jam, c'est un événement où on réunit des danseurs d'un même style, donc ça peut être une des 5 danses hip-hop, quoi. Et l'idée, c'est que quand c'est un battle, c'est une compétition, donc c'est comme un jeu avec des règles, avec des juges, où on met des danseurs les uns contre les autres, en solo ou en groupe. Et donc, il y a toujours différents éléments. Il y a un DJ, qui pour toi d'ailleurs est une des choses les plus importantes pour qu'il y ait une bonne ambiance Clairement. dans une jam ou un événement, on en reparlera. Donc, il y a un DJ qui est avec ses platines, qui passe le son en direct, en fonction de ce qu'il ressent de l'ambiance. Il y a des jurys qui sont assis en première ligne pour voir bien de leurs yeux d'experts ce que les danseurs font. Et il y a au milieu de la scène ou de la fosse les danseurs qui s'affrontent. Et il y a quelqu'un qui a un micro et qui est au même niveau que les juges, qui est en première ligne, comme tu disais, et qui a un rôle. Euh, c'est quoi exactement ce rôle-là dont Alors, on est en train de parler que toi tu as? la meilleure métaphore que j'ai trouvée, c'est la sauce, tu vois. Ça veut dire que tu as un plat, mais il faut de la sauce, sinon même si tu as les meilleurs ingrédients, ça va être tout sec, tu vois. Donc moi, j'essaye que ce qui est en train de se passer, je l'explique au public si je vois qu'il est dans le flou, en fait, je suis le lien entre ce qui se passe et le public. Et puis cette sauce, si elle est mauvaise, elle peut niquer des aliments hyper bons. Et puis si tu as une bonne sauce et des aliments un peu nuls, t'as quand même eu du plaisir à manger, tu vois. Donc la sauce est méga importante. Et ça, les gens ne se rendent pas compte parce qu'un un Hmm. mauvais host, il peut casser l'événement parce qu'il parle trop fort, ou parce qu'il crie toujours, parce il instaure une mauvaise vibe, ou il peut te faire dans un battle quelconque, genre, oh, c'était génial, le host, il m'a trop fait marrer. Donc en fait, c'est une pièce un peu négligée, mais qui en fait est quasiment une pièce centrale. Et puis je trouve le rôle d'un bon host, c'est de faire le lien entre le public et la danse. Et puis c'est le maître de cérémonie, MC, avant d'être un host. Ça veut dire que c'est lui qui dit, OK, maintenant on fait le battle, maintenant il y a ça qui se passe, maintenant j'explique, attendez, on fait pause, il faut qu'il y ait ça. Donc en fait c'est un chef d'orchestre qui essaie d'instaurer une vibe et un flow de la journée pour que ce soit pas trop pénible. Et puis pour faire des arrêts quand il faut faire des arrêts, faire des choses. C'est ça le host. Tu avais une question? Et depuis le temps que tu speaks, est-ce que tu as des outils pour réussir au mieux à faire ton taf ou pas? Oui, bien sûr. C'est les sensations que je ressens. En fait, ça veut dire, c'est pour ça que je suis obligé d'être MC dans mes propres événements parce que il faut que je sache quand commencer la compétition. Là, les cercles, c'est le feu, je peux pas commencer maintenant, c'est impossible. Ils vont tous être vénères parce que Hmm. je sens que l'énergie, elle est là-dedans. Et puis une fois que je sens que ah là, ça commence à tomber, hop, alors maintenant, je prends le micro, je choisis exactement le moment, je sens que le son, il va changer. Donc, c'est des trucs très très fins de ce que tu ressens en termes de sensations pour dire, ah ben, maintenant il y a ça qui se passe, ou bien maintenant je sens que j'ai besoin d'arrêter là, et puis d'expliquer un truc au public parce que je vois qu'il a eu ça, puis il comprend pas, puis donc tu essaies de remettre en place, ben, c'est le staff que je fais à l'école, tu vois, tu dois gérer une classe. Et puis là, qu'est-ce que c'est la classe? Ben, il y a les danseurs, il y a le public, il y a les juges, il y a des fois le DJ que tu dois recadrer, enfin tout pour que l'alchimie se passe en fait. Et puis que les gens disent, ah, c'était un événement hyper bien, je sais pas pourquoi. Puis en fait, c'est plein de petits détails qui ont fait que ça a coulé, quoi. Puis Hmm. ça, c'est souvent le host qui arrive à maintenir le truc. Même des fois C'est vrai quand que c'est un il y a... travail pédagogique, je me rappelle. Pardon, vas-y. Ah non, non, des fois il y a un son qui est peut-être un peu répétitif. Alors là, c'est à toi de changer le son par rapport à mettre une dynamique, genre on tape des mains, de faire un truc pour que genre... parce que tu sens qu'il y a une baisse d'énergie tout à coup d'un des paramètres, puis c'est à toi d'essayer de faire l'équilibriste et puis de rajouter des choses pour que les gens aient du plaisir. Ou quand le public il est resté assis depuis 2 heures, tu sens qu'il y en a qui commencent à toucher les jambes, là tu dis bon ok, arrêtez la musique, là on va passer aux demi-finales, avant les demi-finales, levez-vous tous, là on fait une petite choré, on fait un truc pour que les gens disent ah, comment ils savaient que j'avais mal aux jambes, enfin, ou même eux ils savent pas, ils disent tiens, il a fait exactement ce qu'il fallait sans que je le sache. Ou
d'autres fois où je vois que le public est bouche bée, et là, je sens que c'est en eux, puis j'ai qu'à dire un mot pour qu'ils crient et laissent aller leur joie, tu vois. Ça veut dire, il y a un mouvement incroyable. Je fais, si vous voyez ce que vous aimez, faites du bruit, puis et là, je leur donne le droit de faire ça, donc quasiment comme un hypnotiseur, tu vois, qui donne des ordres, et puis là, ils arrivent à se libérer, à avoir une expérience qui est agréable. Ça doit être une sensation trop agréable quand tu captes aussi bien le public et que tu arrives, à les accompagner, à les mener et que tout le monde repart, le soir et tout le monde est bien. Tu dois quand même avoir l'impression d'avoir, une réelle utilité dans ce genre d'événement. Ah ouais, clairement, j'ai une claire utilité, simplement, pas tous les organisateurs le voient. Donc ça veut dire, tu vois, des fois, c'est genre: «Ah, je vais économiser de l'argent, ben, mon cousin, je vais lui filer le micro parce que, tu vois, ce gars, il est rappeur, il doit savoir faire». Puis en fait, c'est bien plus subtil que ça. Mais c'est la même sensation que je pense que des musiciens sur scène qui font un concert, des fois il est bien, des fois il est pas bien. Des fois tu dis: «Ah merde, j'étais nul, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est ça, 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 ah ouais, OK. Donc la prochaine fois, je m'améliore parce qu'il y a ce même genre de situation qui arrive». Mais c'est exactement comme Mmh. quelqu'un qui est sous les spotlights, puis quoi que quel que soit le niveau des danseurs, il faut que les gens aient du plaisir. Donc c'est à toi d'amener d'une manière ou d'une autre. Des fois, tu as pas besoin de faire le taf parce que les danseurs font le taf. Donc tu es hyper discret parce que tout roule. Puis des fois, les danseurs font pas le taf, donc tu dois faire un extra taf, en mettant des gags, en faisant des trucs pour que les gens se sentent bien, tu vois? Puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je sais pas si ça a un lien avec le fait que c'est aussi ton métier d'être professeur à la fac, mais il y a quelque chose de vraiment pédagogique. Un exemple, que j'ai souvent vu quand j'étais à des jams ou des battles où tu étais speaker et et que, par exemple, le public, ce qui arrive des fois, ne comprend pas la décision des juges et le public, d'un coup, se met à huer. Tu as toute la salle qui hue parce que, c'est un public de néophytes qui comprennent un peu moins la décision des juges et et dans ces cas-là, souvent, je te vois prendre le micro parce que tu sens que c'est le moment et tu donnes souvent une comparaison, en disant, je sais pas, souvent je t'ai vu prendre des comparaisons avec des peintres en disant: «En fait, là, ce que vous avez vu, c'est l'équivalent de de Van Gogh contre Picasso». Donc, quelque part, au bout d'un moment, c'est, heu, Subjectif. c'est subjectif et faites confiance au juge pour avoir pris la bonne décision parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, parce que c'est un niveau très élevé et que les juges sont là pour ça et et si tu te permets de dire ça, j'ai aussi l'impression que c'est parce que tu l'as dit, on va en parler, tu es danseur depuis plus de 20 ans, donc tu toi-même, tu connais, le niveau, la profondeur de la danse des danseurs qui sont en train de faire le battle à ce moment-là. Est-ce que tu as l'impression que pour être un bon speaker, il faut forcément avoir beaucoup d'années de danse, comprendre tout ce que font les danseurs au milieu ou pas? Ça dépend pour quel aspect du MC, tu vois? Si c'est juste l'aspect, annoncer les battles et cetera, quelqu'un d'autre peut être plus fort qu'un danseur. Simplement, pour couvrir tous les aspects et surtout l'aspect, plus profond de ce qu'on fait, c'est obligé que ce soit un danseur pour qu'il puisse expliquer au juge, au public, par exemple. Dans l'exemple que tu prends, beaucoup de public néophyte, ils pensent que genre, c'est comme le foot. Ah, il a gagné, donc il a vraiment gagné. Mais en fait, celui qui a gagné, c'est celui que tu as préféré. C'est pas celui qui a gagné le battle, c'est celui que les juges ont préféré. C'est pas le gagnant, c'est le préféré. Ça veut dire qu'on est au-delà de score 1-0, on est du domaine artistique où Mmh. on fait confiance au goût des juges pour dire qu'ils ont préféré, mais même entre eux, des fois, ils sont pas d'accord. Puis c'est ça que j'essaie de dire au public quand je dis voilà, vous avez hué, mais chacun peut aimer ce qu'il veut. Moi, j'aime bien les spaghettis bolognaises, puis un autre, il aime pas le fromage. C'est égal, tu vois. Après, si vous Mmh. avez aimé cette personne-là et puis qu'il a perdu, alors faites du bruit pour lui maintenant, montrez-lui votre amour, paf. Puis le public, il se sent compris. Et puis il va pas dire: «Ouais, battle de merde, mon préféré, il a perdu, je nique les juges, ciao», tu vois? Il va comprendre, ce qu'il y a derrière, et puis moi je fais un en tant que prof, Mmh. c'est un travail de compréhension que j'essaie de donner pour que les gens ils entrent dans notre monde, ils comprennent. Et puis des fois, j'aimerais bien que si un gars il perd, que les juges disent: «Ben voilà, moi j'ai voté pour lui car ça, ça, ça», puis il peut expliquer au public pourquoi. Ou des fois, moi, même quand je suis pas juge,
et je sens que le public, il est pas content, je leur explique, ben voilà, des fois, il y a les mouvements que vous voyez vous, mais les juges, ils voient d'autres trucs de par le savoir qui sont plus du style que si vous êtes pas dans la danse, vous pouvez pas voir, mais c'était dû. Enfin, tu vois, j'essaie d'expliquer parce que je comprends ce qui se passe. Donc, un MC qui vient pas de Mhm. la danse, qui comprend moins ce qui se passe, il pourra pas faire cet aspect-là du hosting qui est faire passer le message au public, expliquer, faire élever le public de la compréhension. Quand ils reviennent l'année prochaine, ben, ils ont un degré de maturité plus élevé, tu vois. Mm. Mais d'ailleurs, je trouve ça super intéressant que tu parles de ça, du rôle des juges et tout ça, et de la subjectivité qu'ils vont avoir par rapport à quand ils vont juger les battles. Je trouve ça super compliqué d'arriver et de dire à des gens, bah après, c'est aussi que bah, le juge, il a préféré ses danseurs pour telle raison, mais en fait, c'est bizarre que limite, en fait, il n'y ait pas une grille déjà faite en disant, bah, il y a ça, 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 on va les juger sur ça, 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 et que bah, n'importe qui aurait cette grille, limite, en fait, pourrait en fait juger le battle. Ouais, mais heureusement, parce que c'est pour ça qu'on reste dans l'artistique et plus dans le sportif. C'est parce qu'il n'y a pas de grille. Et puis que, ou même s'il y avait une grille, chacun interprète la grille comme il veut, tu vois. Mm. Et puis chacun, avec sa sensibilité, dit, ah ben moi, la poésie qu'il a mis dans sa danse, elle est plus forte que les mouvements techniques que l'autre a fait, tu vois. Puis chacun a sa propre balance pour dire, ce niveau de poésie a réussi à battre ce niveau de technique, mais c'est propre à chacun. Et puis, je trouve que c'est ça qui est beau, parce qu'on reste des individus hyper différents, qui avons une touche différente, puis à la limite, le gagnant, bah, on s'en fout, tu vois, c'est lui qui est le joueur préféré là. Mais en vrai, quand je rentre dans ma voiture de la jam, avec mes potes, on fait putain, t'as vu le mec là qui a perdu en demi, là, comment il s'appelle? Ah, lui, ah ouais, il était complètement malade. Puis on rentre, puis on l'encense. Et puis le gars, quelque part, il a gagné, parce que tu veux que les gens, dans la voiture de retour, de tous les b-boys qui rentrent, ils parlent de toi en bien. Parce que des fois, tu as gagné, mais les gens, ils parlent de toi en J'aime bien mal. cette image. Donc, tu as perdu, tu vois. Si tu as gagné, et puis que tous les mecs qui rentrent de jam, ils disent putain, celui qui a gagné, vraiment le polo, je comprends pas pourquoi les juges ont voté contre lui. Ouais, t'as vu son style, ouais, puis ils te crachent dessus. Bah, en vrai, t'as perdu. Moi, je m'en fous d'avoir la coupe. Je veux que les mecs qui rentrent chez eux, ils disent putain, ce mec-là, il m'a traumatisé. Il m'a inspiré, je vais motiver. Je leur envoie un message, tiens, t'as perdu, mec, mais t'es mon héros, tu vois. Et c'est des messages que je reçois des fois Carrément, c'est quand une je fais bonne des image. battles, c'est genre, oh mec, t'étais le mec que j'ai préféré voir. Ça veut dire que pour lui, j'ai gagné, tu vois. Puis c'est ça ma victoire. C'est pas forcément ton ranking dans le battle, quoi. Mm. Et je me rappelle d'une discussion que j'avais avec Chino de Arcopom. Et je sais pas, on parlait, et il me disait que pour lui, tout le monde devrait être, enfin, tout le monde pourrait en fait juger un battle. On devrait pas, je sais pas, mettre tarif sur le fait que des fois, il y a certains juges, des fois qui sont même inconnus du bataillon, tu vois. Et je dis ça parce qu'à notre Battle Hugo de Fleurs, on fait venir une jeune qui s'appelle Sissi. Et du coup, Sissi, je crois qu'elle avait 14 ans ou 13 ans le jour où elle avait jugé. Et, euh, et des fois, c'est un peu mal reçu par les danseurs, le fait qu'il y ait une juge enfant. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en pensais du fait que bah, n'importe qui puisse juger ou pas? En vrai, parce que Circle King, ça a été un laboratoire où j'ai testé les choses, tu vois. Et le dernier Circle Kings, ce que j'ai laissé au monde, si tu veux, c'était qu'en fait, il y a pas besoin d'avoir de juge. En fait, c'est faux de juger la danse qu'on fait. Ça veut dire que à la fin, on a trouvé les deux meilleurs crews. Ils ont battlé, c'était Flomo Roughneck en 2012, je crois. Puis à la fin, on doit juger. Et puis on se dit, mais qui on est pour juger en fait? En fait, c'est injugeable à un certain niveau. C'est genre, bon voilà, écoutez, vous avez préféré qui? Bon, en fait, voilà, ceux que vous avez préférés, disons qu'il a gagné. Mais moi, je file le trophée aux deux parce que, en vrai, on devrait faire que des battles exhibitions d'art contre art, tu vois. Et puis chacun est juge, de juger ce qu'il veut et de dire, moi j'ai préféré lui, moi j'ai préféré lui. Pourquoi? Ah, ça. Puis à la limite, ils se battent à coups d'arguments, mais il n'y a pas une décision que quelqu'un est meilleur qu'un autre. Quelqu'un est toujours différent
Et puis il a été préféré, mais la vraie valeur de jugement, premier, deuxième, ça c'est faux. D'ailleurs, en art, il n'y a jamais de battle. On fait jamais un Si battle demain, Van Gogh contre Picasso. Oui, lui, il a mis plus de lignes, il a mis plus de couleurs. Non, tu vas voir une expo, et puis c'est tout. Donc là, on devrait aller voir un battle, voir des battle exhibitions, des choses, et puis à la limite, il ne devrait pas y avoir de gagnant, il devrait y avoir un prix à la fin. Voilà, alors le crew qui a organisé ça, les $7, ils kiffent pour eux, ceux qu'ils ont préférés, c'est eux, donc ils repartent avec un trophée qui est propre que à $7, mais chacun a pu voir des gens danser et puis dire, bon voilà, moi c'est lui qui m'a impressionné, moi c'est lui, sans avoir un truc de ranking, parce que quand tu as un gagnant et un perdant, alors les jeunes disent, ah ben moi je veux copier celui qui a gagné, donc de 2005 à 2010, tout le monde veut danser comme Flomo parce qu'il gagne. Et puis après, avant c'était Pokémon, il gagnait. Bah, alors je veux danser comme Pokémon parce que moi je veux gagner, tu vois. Ah, avant c'était eux. Puis en fait, les gens ils vont suivre des gagnants, l'autre suivre leur sens artistique. Le but de cet art, c'est de se développer artistiquement. C'est pas de gagner en étant quelqu'un en copiant un style qui fait qu'on gagne, tu vois. et du coup, ce que tu as compris au fil des années en organisant Circle Kings, et du coup, la conclusion de la dernière pierre à l'édifice de cet événement, ça a été de dire, bon, bah, le point final de cette histoire, c'est que la dernière édition, c'est qu'il n'y aura plus de juges, Ouais. et que finalement, ce qu'il faut peut-être en tirer, c'est ce dont tu viens de parler. Euh, c'est un truc que tu mets en place aussi dans tes cours à la fac. Tu les notes pas, tes élèves? Euh, je leur apprends que apprendre pour des notes, ça sert à rien. C'est apprendre pour soi et s'élever soi-même, tu vois. C'est un niveau d'élévation qui doit aller au-delà. La motivation, elle est au-delà de la note. Et c'est une motivation de genre de s'élever soi-même, tu vois. Même si, avec Circle King, j'avais toujours 5 ans d'avance, tu vois. Ça veut dire, à un moment donné, j'ai dit, on fait les qualifs dans les cercles, ce qui marche avec des b-boys expérimentés. Mais en fait, à l'époque où j'ai voulu faire ça, les b-boys, ils étaient pas du tout, ils comprenaient pas. Donc ils se poussaient dans les cercles, c'était le bordel. Puis c'était genre, ah en fait. Et puis finalement, si tu le fais 5 ans après, ben ça joue, tu vois. Ou 10 ans après, tu vois. Donc la période où il y aura des battles sans juge, où il y a plutôt des battles exhibition, où genre tu vois des gens danser, et tu dis, ah putain, il faut mettre lui contre lui, ben ça vient petit à petit ce truc de au-delà de la compétition. Les battle exhibitions, je pense que bah, comme fait les Youpi Crew, comme il peut y avoir, ou bien vous avec le battle expérimental à Who Got the Flower, tu vois, c'est juste à l'appréciation des gens, c'est juste pour le plaisir. Bah voilà, admirer dans une galerie d'art, tu vas voir l'art de chacun sous forme de battle, puis après, voilà, c'est tout, c'était ça. Et si demain t'as une baguette magique et que tu peux transformer comme tu le veux le monde du b-boying, tu désirerais voir un monde sans système de notation, sans juge, que tous les événements ne soient que Non, des exhibitions? non, alors, je trouve le bonheur, il est dans la diversité des événements. Ça veut dire que même moi maintenant, avec le Concrete Jam que j'organise, il y a un juge, puis il choisit parce que je prends un juge qui est assez légitime pour que les gens se disent, ben cool, aujourd'hui c'est la vie de ce gars qui compte. Mais donc une diversité d'événements, j'aime bien. En fait, si j'avais une baguette magique, j'enlèverais juste le Corona pour qu'on puisse refaire des jams, c'est tout. Mais sinon, ça me va qu'il y ait plein d'événements Red Bull, Battle Shell Pro, Concrete Jam, Flow Moanive. Cette diversité, elle est cool parce que en même temps, si tu vas à l'événement qui a la marque artistique de l'organisateur, ben c'est hyper diversifié, c'est hyper chouette. Puis si tu vas à Flow Mania Série, tu vois souvent les mêmes personnes qui seront aussi au Real Deal, qui seront aussi là. Ça fait une communauté à l'intérieur de la communauté et des liens forts où tu te dis, ah bah eux, ils sont semblables à moi, ils voient la même chose. Donc c'est bien qu'il y ait des différences, je trouve. Hmm. Pour revenir un petit peu sur, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de ta casquette de speaker, de ton avis aussi en tant qu'organisateur, mais pour comprendre un peu qui tu es, est-ce qu'on peut faire un petit bond dans le passé, revenir sur comment tu as démarré le break, etc. Parce que je t'avoue que on a fait un petit peu des recherches, mais forcément, comme tu l'as dit, il y a pas mal de gens qui te connaissent
surtout en tant que speaker. Nous, on sait que tu fais partie du crew $7, qui a toute une histoire, mais on est aussi d'une génération un peu plus jeune qui a pas eu ces récits-là. Tu peux nous expliquer comment tu as commencé la danse, comment ça s'est formé? Oui, bien sûr, en fait, donc 98, 80, 93 déjà, mes potes commencent à graffer, un peu à briquer. Moi, je faisais du basket dans l'équipe nationale suisse, du coup, j'étais pris les week-ends, c'était compliqué, j'étais en de la plus haute ligue que tu peux être au basket en étant assez jeune. D'ailleurs, j'ai dû faire une école, moitié sport, moitié école. Mm. Et puis, du coup, à un moment donné, j'arrête, enfin, je suis de moins en moins motivé par le basket qui reste dans le milieu hip-hop. Puis je rencontre mes potes qui faisaient déjà du graphe. Et puis, il me dit, ah, il y a une soirée, on va. Et j'entends genre, I believe in miracles. Et là, mes poils se sont hérissés. Et c'était genre, ok, ok, genre, il y a des mecs qui breakaient. Je dis, je veux savoir danser sur cette musique parce que c'est genre, c'est ma musique. J'avais enfin trouvé ma musique, tu vois. Parce que Ah des fois, ouais. tu essayes, tu vois, genre grunge, rock, machin. Ah ouais, c'est assez cool, mais c'est pas le truc qui me touche au plus profond, tu vois. Puis là, j'avais enfin trouvé. Du coup, vu que j'étais sportif, je me dis, ah ben, j'ai vu des mecs briquer, c'est comme ça qu'on danse, parce que j'avais envie de faire un avec la musique. Donc pour moi, la musique, la danse, c'est comme si la musique, elle te gratte, et puis la danse, ben, tu peux te gratter. Donc ça fait que s'il y a de la musique et je peux pas danser, c'est comme si ça me gratte et que je peux pas me gratter, tu vois, c'est horrible. On m'a jamais donné cette image. Donc J'adore. en fait, ça me soulage de danser. Ça veut dire que je fais un avec mon environnement, avec la musique qui est en train de se passer, puis genre, ah, enfin, je suis libéré. Donc, on commence à se mettre ensemble, on danse, et puis on est tous d'un milieu universitaire, enfin, lycée, mais on voit poil à l'uni, etc. On est un peu des extraterrestres par rapport aux autres groupes de la région de Suisse, voire d'Europe, tu vois. Et puis, on a hyper peur de faire des battles devant les autres. Du coup, on s'entraîne dans notre coin parce qu'on aime aussi beaucoup que les footwork. Et puis, les autres, ils pratiquent beaucoup des tricks. Et puis, à un moment donné, le groupe $7 est né. On continue à être dans notre garage pendant 4-5 ans avant de faire un battle, tu vois. Et puis, à un moment donné, on commence à bouger, à aller à quelques battles. En fait, à beaucoup de battles. On va partout, mais on danse jamais. Et puis, finalement, je commence à être frustré de voir qui c'est qui gagne au battle et la mauvaise manière dont c'est organisé. Et je dis à mes potes, je dis, ah putain, moi, si je fais un battle, ce sera le meilleur battle de la planète, tu vois. Il dit, ah ouais, bah, tu parles, vas-y, fais. Je dis, bon, ok, fuck it, je fais. Et je commence Circle Kings en 2005, de l'insatisfaction que j'ai aux autres événements où je vais, tu vois. Donc, ça commence par me mettre la pression, genre, mon battle, il faut pas qu'il soit bien, il faut qu'il soit, genre, le but pour moi, c'est de faire mieux que les autres et d'être un exemple. Donc, je fais Circle Kings en 2005. C'est sold out de ouf. Tout le monde en parle. Rocksteady vient, Flomo, Luigi. Enfin, tu vois, c'est genre le battle de référence de l'époque. Mais juste, pardon, je te coupe. Comment tu fais pour organiser un événement et dès la première édition, tu as tous ces gens-là qui viennent? Parce que, en fait, c'était des gens qui étaient frustrés parce que eux aussi avaient cette frustration, sauf qu'ils faisaient rien, tu vois. Et puis moi, je vais à New York en 2005, je rencontre tout le monde. Et je leur dis, je fais un battle où en gros j'invite que les gars les plus frais. Ah ouais, cool, enfin, ok, cool, parfait, ça marche. Donc je vois technique, je lui dis, ben voilà, cool, il faut venir. Non, d'abord c'était technique et Venom qui devait venir. Venom, je lui paye son billet, il me dit, ah merde, je peux pas venir. Je dis, non, je viens de payer genre 1500 balles ton billet, qu'est-ce que je veux faire? Il me dit, bon, mais je suis réglo, t'inquiète, je vais changer le billet pour mon pote, il vient. Je dis, ouais, mais c'est qui ton pote? Ouais, c'est un petit, il s'appelle Luigi. Je fais, ah, c'est celui qui était en Bordeaux au Rocksteady Anniversary, là. Je dis, ah, malade, ok, cool, parfait. Puis en fait, j'ai invité tous les gars que je trouvais frais, que je connaissais déjà. Donc, tu vois, Hustle Kids, donc Meno, Cisco, Flomo, Atsolo, Focus, Luigi, Technique, il y avait les gars de KLP, Wari. Donc en fait, c'est tous des mecs,
on se voyait à plein de jams en disant ah putain, ceux qui ont gagné, ils auraient pas dû. Ouais, t'as raison. Ok, cool. C'est quoi ton nom? Ah, ok, ciao. Puis on salue, puis on fait des liens parce qu'on est tous frustrés, tu vois. Et en fait, tout le monde se donne rendez-vous à Circle Kings et je fais le logo là, Circle Kings, que tout le monde aura repris après avec la typo. Et puis c'est genre c'est malade. Donc il y a des mecs de partout qui viennent. Et en année 3, je crois que j'ai 23 qualifications sur la Terre. De mecs qui font des qualifs en Suède, en Croatie, en Italie, en Espagne, etc. Donc ça a vraiment réveillé des consciences. Donc j'ai fait que faire l'événement que les gens espéraient qu'ils viennent, en focalisant toujours sur comment faire la meilleure vibe. Je veux que les mecs passent le meilleur week-end, même s'ils dansent pas forcément, mais tu vois, comment faire pour ah oui bah moi qu'est-ce que j'aime, ah oui alors j'aime les cercles au début, ils durent pas assez longtemps. C'est le meilleur moment de la jam, c'est les cercles. Et puis des fois, bon, le battle commence, puis en fait c'est chiant tout le reste de la journée. Donc ah oui, je vais laisser les cercles à fond, tu vois. Et puis les juges, pour moi, ils faisaient pas gagner les bons gars, donc je vais prendre des juges qui préfèrent les bons gars. Et puis du coup, ben ça fait une espèce de secte. Beaucoup de gens disent ouais, mais c'est une secte, Circle Kings. Il n'y a pas de système de religion, mais on aime tous la même chose, c'est clair. Et puis comme on n'aime pas ce qui se faisait à l'époque, eh ben on était vus comme des sectaires, quoi. Ouais, puis en plus, on peut dire secte, mais finalement, quand tu regardes l'école de danse de Sulkies, des Hollandais, des Américains, c'est quand même des styles très très différents. Si encore, Alors, si encore t'avais fait venir, je sais pas, que des gens des Zulu Kings qui sont très foundation, qui prennent le son de la même manière, ou qui... Mais là, j'ai quand même l'impression que c'était déjà diversifié pour quelque chose qu'on caractérise de alors, secte. toi, t'es comme un mec qui a déjà été en Afrique plusieurs fois, puis qui dit genre ah mais oui, mais tu vois la différence entre un Érythréen et un Sénégalais. Après, il y a des b-boys, c'était des mecs perdus, un exemple, qui ont jamais voyagé, puis pour eux, c'est tous les mêmes. Donc en fait, toi, tu vois les différences, mais à l'époque, les gars, ils disaient ouais, non, mais vous êtes tous pareils. Puis ils disaient mais pas du tout. Oui, oui, non, thaïlandais, japonais, chinois, pour lui, c'était genre, vous êtes tous les mêmes. Hmm. Ou à la même chose que, ah, les Européens, vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous des blancs. Puis il dit, non, mais entre un Suédois et un Italien, mais il y a un range vénère tu vois, de différence. Mais pour certaines personnes qui connaissent pas, ben, tout a l'air la même chose. Mais après, voilà, en fait, ça a mûri. Il y a plein de gens qui ont régressé en prenant mauvais le message, en disant, ah, en fait, il faut faire des foundations. Donc, ils étaient frais, ils faisaient des moves malades. Puis, ils ont commencé à faire que du footwork. Je dis, mais mec, faites des moves, je comprends pas. Non, non, mais tu vois, foundation. Je dis, non, mais foundation, il faut les avoir bien, mais le but, c'est de faire des move style, tu vois. Donc, il y a aussi des gens qui ont mal compris le message. Et puis, ça a macéré pendant 7 ans, tu vois. Et puis à la fin, j'ai l'impression que les gens avaient compris le message, que c'était bien, qu'il y avait des gens hyper diversifiés, qu'ils avaient incorporé les foundations dans leur move, mais pas laisser leur move de côté pour faire des foundations. Ce qui n'était pas le message de base, tu vois. Et tu parles que tu avais envie d'organiser le meilleur event possible et tout ça. Mais du coup, pour toi, c'est quoi un bon event? Au-delà du niveau des danseurs et d'avoir des bons juges, est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte ou pas? Le seul critère, c'est le critère des gens qui viennent. S'ils ont passé un bon moment, c'était un bon event. Donc, c'est pas mon critère qui est juste, c'est le critère de chaque personne qui vient. Si la majorité des gens ont du plaisir, c'est un bon event. Mais des fois, c'est rien. Des fois, tu fais un practice dehors avec la zik, puis les gens disent ah, c'était génial, ils ont vraiment kiffé. Donc, c'est juste le ressenti de chaque personne qui vous fait voir si c'était un bon event ou pas. C'est pas les choses qu'il y a dedans. Il y a beaucoup d'organisateurs qui font l'erreur de dire ok, alors je fais Battle Kids, hip-hop 2 contre 2, locking, ça, un truc de power move, puis ils chargent comme des oufs en disant ça va être l'event le plus malade. En fait, tout le monde se fait chier parce que c'est genre une mitraillette de trucs qui n'ont rien à voir assemblés où tu fais que d'attendre pendant des heures, le temps de passer. Enfin, t'as pas un bon moment dans la journée, tu vois. Donc c'est important Mais du de coup, pas trop faire, mais de faire bien, tu vois. ok. Mais
Mais du coup, comment tu fais pour que ces gens ils kiffent ton event? Bah, déjà, tu mets un host hyper marrant qui fait la sauce, qui balance des gags, qui fait l'ambiance, parce que le host, il fait l'ambiance. Pas prendre un mec qui est au mic qui dit ça va être la guerre, les gars. Enfin, tu vois, qui met une mauvaise ambiance. On ne vise personne. On ne vise personne. Et puis, ou un host qui soit adapté au public, que c'est, tu vois. Si c'est des mecs de l'armée, alors tu fais ça, tu vois. Mais du coup, et puis tu laisses libre cours à. Tu charges pas trop l'événement pour être hyper flexible. Et puis tu dis, ah tiens, là, il faut commencer. Mais il faut pas commencer à l'heure où c'est marqué sur le flyer. Il faut commencer quand tu sens qu'il faut commencer. Le vrai moment, tu vois. Et puis tout se déroule assez bien. Et puis pas Mais trop tu chargé. vois, du coup, nous, dans la team d'organisation de Who Got the Flower, il y a Géo qui est celui qui gère un peu le tout et en dessous de lui, on est toute une grande équipe quand même avec plein de bénévoles. Mais, euh, mais quand on est dans le flow de l'action de l'événement où on sait que tu as 10 bénévoles, ils doivent changer, être à la buvette à telle heure, que tu as un camion qui arrive à ce moment-là pour amener les invités, etc., il y a quand même, on a l'impression d'avoir très peu de marge de manœuvre pour laisser place à, comme tu dis, le fameux feeling de dire, OK, on avait dit que ça démarrait à cette heure-là, mais là c'est bien, donc on va laisser une demi-heure de cypher en plus. Ensuite, on va terminer un peu plus tard. Quand tu es dans le flow de l'action d'un événement qui quand même a tout un tas de facteurs, toi en tant qu'organisateur, tu arrives à te dire non, cool, tranquille, on attend encore. Et comment tu arrives à gérer ça? Parce que Tu nous, regardes le Géo, on nombre veut de mecs ouais. qui sourient, tu vois. Tant que tu as des mecs qui sourient à fond, tu changes rien, tu vois. Et puis quand tu as des mecs qui disent, les gars qui ont créé le cypher, ils sont là, ils commencent à aller boire, ils partent un peu, tu dis, bon, alors là, ça s'essouffle. Je vois que, enfin, tu vois, je vois que c'est la deuxième vague des gars qu'on n'osait pas rentrer au début parce qu'il y avait trop de gars forts. Je les laisse un peu kiffer. Et puis tout à coup, je sens, je sais pas, c'est comme la météo, tu vois. Tout à coup, tu sens un vent frais, tu dis, ouh, tiens, tu regardes en l'air, tu dis, tiens, là, il va pleuvoir, il faut qu'on remballe, tu vois. C'est la même chose. Il y a un moment donné où je sens cette espèce de petit truc, je me dis, ah, tiens, là, il faut que ça switch. Là, on commence, tu vois. Mais des fois, les mecs, ils viennent vers moi, ils me disent, ouais, mais ça commence quand? Puis je fais, mec, ça commence quand ça commence. Kiffe, kiffe juste, mais ça commence quand ça commence. Et puis, bah, ça commence quand ça commence. Et puis, je fais dans les horaires, tu vois, je laisse une méga marge. Donc, ils croient que ça finit à 8 heures. Mais en vrai, si je commençais le battle à 3 heures, à 6 heures, il est fini, tu vois. Et en Ouais, tu fait, mets le la temps que les marge gens que tu veux arrivent, suivre. machin. Donc, je finis toujours à l'heure que c'est marqué sur le flyer, plus ou moins. Sauf qu'il peut y avoir un moment, une méga pause, parce que Hmm. c'est la dinguerie. Ah, c'est cool de savoir que tu te laisses vachement de marge, etc., de pas trop remplir. Et un autre truc dont on parlait juste avant, là, par rapport au fait d'organiser, euh, tu sais, on parlait des gens que tu invites à ton événement et Mhm. du fait de peut-être à un moment donné être caractérisé de secte parce que tu invites trop les mêmes types de danse. Nous, c'est une question qu'on se pose chaque année quand on veut inviter des crews, tu vois, surtout qu'en France, il y a tellement de crews différents. C'est quand même un pays qui est très, dans certaines régions, et notamment la nôtre, tu vois, la région Rhône-Alpes, c'est un pays qui est très très technique, etc. Nous, on se pose toujours la question de, bon, nous, on sait le genre de danse qu'on aime, mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre en avant les danseurs de la région, ou en tout cas une certaine couleur que nous, on apprécie moins, mais qu'à un moment donné, il faut quand même peut-être laisser apparaître dans le paysage, tu vois, ou est-ce qu'on les laisse venir d'eux-mêmes, et que si nous, on écoute simplement nos goûts, il y a des crews qu'on n'inviterait pas. Et on a toujours ce dilemme, tu vois, parce que on a un budget, on n'a pas de l'argent à l'infini, donc forcément qu'on veut faire venir certains types de personnes. Et, euh, Moi, et je, pourtant, je peut-être qu'il faut comprends. laisser la place aussi à un autre style de personne, tu vois. Je comprends ce que tu dis, et j'ai l'impression que cette problématique, elle est propre à la France. Parce que j'ai déjà vu ça avec Hip Obsession, où ils prenaient des juges, des fois, qui avaient rien à voir. Tu savais qu'ils avaient voté à l'envers, mais tu dis, mais alors pourquoi tu le prends? Parce que tu sentais qu'ils voulaient faire plaisir à tout le monde, parce qu'il y a une espèce de politique en France où, genre, vous avez peur de froisser une certaine catégorie de breakers qui ne se sentiraient pas identifiés par l'événement, tu vois.
Mais en fait, tout simplement, moi je dirais, je fais ce que j'aime, tu vois. J'invite les crews que j'aime. J'ai pas envie d'inviter un crew que j'aime pas. Donc j'invite que ceux que j'aime bien, artistiquement parlant et humainement parlant aussi. Et puis le but, c'est que moi j'aime, tu vois. Le but, c'est faut que les organisateurs, ils aiment ce qu'ils voient. Ouais, bien sûr. Après, ce qui est délicat des fois quand tu es dans dans le relationnel avec certains crews, c'est que moi, je sais qu'il y a des crews, humainement, c'est des potes, tu vois. C'est des gens Ouais, que j'apprécie, artistiquement, c'est des gens que j'apprécie, c'est une manière de danser que j'apprécie moins. Et des fois, il y a toujours ce facteur de dire, humainement, je les comprends, je sais pourquoi ils dansent comme ça, je sais pourquoi ça a lieu d'être, cette danse, mais il y a un petit quelque chose qui fait que, bon, quand même, si j'ai envie d'inviter un certain style, je vais choisir quelqu'un d'autre. Mais il y a un facteur humain quand même aussi qui rentre en compte, quoi. ouais, alors faut toujours ménager l'humain, mais si à Circle Kings, j'avais fait un compromis artistique, ça aurait jamais été Circle Kings, ça aurait été un battle comme un autre. Hmm. Donc, moi, j'ai été quasiment. Je me suis dit, bon, voilà, les gars que j'aime pas, ils peuvent venir payer l'entrée et faire les qualifs. Peut-être qu'ils se qualifient, tu vois. Mais je vais pas mettre de l'argent pour eux, c'est exclu. Parce que faut pas oublier que moi, avec Circle King, c'était différent parce que, en gros, je faisais le trailer, l'affiche, j'allais chercher les mecs à l'aéroport, j'amenais la salle, je montais le shop, je rangeais la salle à la fin, je faisais juge et host, tu vois. Et comment tu fais pas un burn-out à ce moment-là? Moi, j'en connais, ils ont fait des burn-out pour moi, hein. Ouais, alors la première année, j'ai été trop busy, puis dès l'année 2, Circle Kings 2, en 2007, 2006, j'arrive déjà à faire 1 milliard de cypher et à faire, quoi. En fait, j'ai trouvé des gens qui aimaient pas la danse, forcément. Puis je leur ai dit, ah cool, est-ce que tu veux venir m'aider? En gros, tu reçois ça, de la bouffe, et puis tu l'as bossé que 2 heures dans la journée. Donc j'ai pris beaucoup plus de bénévoles qui avaient de taf. Comme ça, ils ne devaient pas taffer toute la journée. J'ai dit, ah cool, ça dure 6 ou 7 heures de temps. Je dois bosser que 2 heures sur ces 6 heures. Je fais mon shift, puis après, je peux kiffer. Mais, mais toute la direction artistique et tout ça, c'est zéro compromis pour moi. Zéro, zéro. Hmm. J'ai même eu des fois des trucs où genre, j'avais mis sur le flyer qu'il y avait un footwork battle, puis je ne l'ai pas fait. Puis le gars, hey, je me suis entraîné pendant une année pour le footwork battle. Je dis, ouais, en fait, il n'y a pas. Il dit, pourquoi il n'y a pas? Ouais, parce que en fait, les gens ont méga dansé, j'ai laissé les cyphers plus longtemps, du coup, il n'y a pas de temps pour ça, quoi. C'est pas grave. Mais si tu veux faire des footwork, va dans les cercles et fais des footwork. Pas besoin de faire devant les gens avec un mec qui dit ah c'est bien ou c'est pas bien, tu vois, genre Ouais, t'as bossé logique. ton footwork, maintenant tu le montres, quoi. Et puis les gars ils étaient ouais mais je comprends pas. Puis je dis c'est comme ça ici, je fais ce que je sens et puis là je sens qu'il faut pas faire le footwork, ça va être trop lourd. Les gens en ont marre, c'est fini, game over. Hmm. Et quand tu organises des events, enfin, franchement, pour tout, t'as une part de contrainte un peu. Est-ce que t'es là et est-ce que tu kiffes tout le temps ce que tu fais ou pas? Je kiffe tout le temps, chaque minute que je fais. Ok. Sinon je ferais Et pas. même dans l'organisation de ça, parce que enfin, je peux comprendre que des fois dans l'orga d'un event, ça peut être chiant, quoi. Mais si tu voyais mon organisation, tu comprendrais pourquoi elle est pas chiante. Ça veut dire que genre, j'ai rien. En fait, une fois il y a le gars Korean Rock là, il m'a écrit, il m'a dit ah, j'ai besoin d'un concept, je vais faire un battle, etc. Qu'est-ce que tu penses, bla. Je dis mais mec, te casse pas la tête. Il faut un bon DJ et à la limite un bon sol, mais même pas obligé. Tout le reste c'est inutile. Donc en vrai, pour faire un bon event, tu as besoin bon son si tu as des musiciens et un bon DJ, c'est genre le top du game. Et puis après, tu laisses tourner, tu vois, genre, même s'il y a rien, aucun host, aucun juge, et que tu as que de la bonne zik et un band, l'event, il va être magique. Toi, tu peux que casser ça en voulant faire trop de trucs ou des trucs bizarres, tu vois, il n'y a pas besoin de te creuser la tête, tu l'as fait, oh man, you're so clever. Puis je dis, ouais, mais je viens de dire qu'il fallait rien faire, il y a rien de clever. C'est juste du bon son, c'est le seul truc, c'est l'énergie numéro un, c'est le moteur, tu vois. D'ailleurs, en parlant de DJ, dans toi, tes goûts personnels, dans ce qui est dans les DJ actuels de Battle Break, il y a quel DJ qui te font kiffer?
En fait, beaucoup de DJ me font kiffer. Simplement, je sens qu'il y en a qui s'obligent en battle à passer des choses qui sont pas forcément dans leur goût numéro un, mais qui se disent ils veulent faire plaisir à des gens, justement. Comme toi, tu ferais plaisir en invitant des gens que t'aimes pas trop des fois. Il y a des DJ qui disent ah voilà, bah alors je vais mettre ce son-là parce que je sais que les gens, j'ai l'impression qu'ils kiffent, mais en fait, c'est les fameux sons que tu veux plus entendre. Donc moi, j'ai besoin de me faire surprendre par des sons, des mecs qui passent des trucs un peu bizarres, genre par exemple Torb the Roach, donc B-Boy Torb, lui il passe de l'afro-funk complètement psychédélique, puis c'est ça qui me fait sortir de mes gonds, tu vois. Ça veut dire le moment où je contrôle plus mon corps, où c'est lui qui bouge, puis c'est moi qui regarde ce qu'il fait. Puis, puis ça, malheureusement, des fois, en battle, même des DJ que j'apprécie, ils avaient cette mentalité, ah ok, quart de finale, 102 BPM, demi-finale, 110, faut faire monter l'énergie, tu vois. Mais en fait, l'énergie, elle n'a rien à voir avec le BPM de la musique. Elle a à voir avec la qualité, de la variété de sons où un danseur il peut jouer. Donc en fait, souvent les DJ, je préfère quand ils mixent dans les cyphers à l'arrache, ils jouent des trucs mieux que ce qu'ils joueraient des fois en battle. Parce qu'ils ont l'impression qu'en battle, il faut mettre un certain type de son. Mais sinon, les DJ que j'aime bien, ben, c'est ceux que j'invite à mes jams. Et puis, ceux qui habitent trop loin, que je peux pas inviter, il y aurait... qui est-ce que je peux dire j'ai pas envie de citer de nom, mais des gars qui passent pas forcément des trucs connus, mais des trucs que moi, il me faut sortir de mes gonds, quoi. Donc, afro-funk, électro-funk, des trucs un peu bizarres, genre... Je suis méga fan, mais ça, c'est propre à moi, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'un bon DJ, pour qu'il y ait de la bonne danse, il faut qu'il passe un son où les danseurs, ils sont dans le son, ils réfléchissent plus aux moves qu'ils vont faire, ils sont en train de réagir à la musique, tu vois. Et puis ça, c'est dur de trouver des danseurs comme ça. Et puis c'est dur aussi de trouver des DJ qui ont des sons où le mec il pète un câble, tu vois. Ouais. Mais DJ Skim Richards à l'époque était je cite lui parce qu'il est plus dans le game, mais DJ Skim Richards au début il m'a traumatisé, quoi. Ouais, mais c'est vrai d'ailleurs. Moi, je me rappelle, je danse depuis 15-16 ans, mais quand je démarrais, etc., je le voyais souvent. Ça fait combien de temps qu'il a arrêté de... Euh, je sais pas, je sais pas, ça fait peut-être 5 ans, quoi. Cinq Ouais, six ans, voire plus. Peut-être 5 6 ans, ouais. ok. Mais il était obligé de venir à Circle Kings tout le temps, lui. Obligé. Il était obligé, ouais. C'était lui qui arrivait à balancer des sons où déjà, quand le son part, tout le monde regarde en oh shit, que ça va être, tu vois. Puis là, tu sens que et le public, il se dit oh là là, ça va être une tuerie. Je me réjouis parce que le level était là et puis les danseurs, ils disaient ok, Hmm. on se fait plaisir. Après, il s'est un peu répété sur la fin de Circle Kings avec les sons qu'il amenait, genre souvent en demi ou en finale le même son. Mais ça, il a foutu une claque à un moment donné, quoi. Je l'ai rencontré en 2005 à Rocksteady Anniversary, justement. Et quand j'ai entendu, Ok. j'étais genre, ok, good shit. Hmm. Juste par curiosité, t'en es où toi dans ta vie maintenant, elle ressemble à quoi? Parce qu'on parle beaucoup du hip-hop, des jams que t'as organisés, mais ta vie à côté, c'est pas que du hip-hop. T'es prof à la fac. Ces Ouais, derniers temps, tu fais quoi? ma vie, elle est ouf, mec. Alors, en gros, je viens de me faire 6 mois à Hawaï avec ma Tranquille. famille. Moi, exactement. Euh, je continue prof, mais je donne des conférences à des gens sur, on va dire quoi, comment apprendre à servir son cerveau. J'ai des mandats de graphes hyper gros. Euh, et puis, je fais toujours du basket dans une équipe, tournoi de ping-pong, guitare, break Tournoi de organisation. ping-pong. Et c'est clair. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu ce que j'ai organisé, la WDSF, la World Dance Sport Federation, m'a demandé d'organiser les,
World Human Games de Budapest sous l'égide des JO que j'ai fait en 2019. Puis là, l'organisateur, il est venu vers moi en me montrant son bras, il a fait: t'as réussi à me filer la chair de poule, comment t'as réussi dans ce hangar à apporter une vibe pareille. Donc je bosse aussi avec la WDCF maintenant. Euh, Toujours host pour Red Bull, plus 2-3 événements à côté, aller à des jams. J'essaie d'occuper ma vie de manière de tout ce que j'aime. Hmm. Et puis quand je Nice. peux Et t'es prof de monétiser quoi? ce que j'aime, prof d'économie, économie et droit. Ok, abusé. Donc rien à Toi voir. quand tu croises des danseurs, quand tu croises des danseurs grands, tu veux toujours leur demander comment ils font. Il est grand, Amjad. Vas-y, donne-moi des conseils un peu parce que franchement, je suis grand, tu vois, je fais 1m95. Ah ouais. Et tu vois, dans les cercles et dans les battles, des fois, ils font des scènes un peu petites, tu vois. Alors C'est galère. j'ai 3 conseils à te filer. Ah, Premier Ah, vas-y. conseil, Parce que conseil T-Rock, là, pour... il y a 2 semaines, il m'a pas trop aidé. Ah ouais, bon, mais il a peut-être moins la vibe de prof qui arrive à analyser pourquoi ça joue pas puis à trouver des solutions. Mais en gros, il faut savoir déjà que tu dois danser avec ton corps. Ça veut dire que quand j'étais petit, je voulais danser comme Ivan, B-Boy Ivan, tu vois. Et puis à un moment donné, j'ai vu que ça allait pas, tu vois. Parce que genre, je fais 1m90 et en fait, j'ai pas le même corps que lui. Donc tu dois apprendre à danser avec ton corps pour tout ce qui est variété de mouvements. Et puis ton corps il est plus à l'aise avec certains styles et puis il faut aller dans ce style où tu es fort. Une fois que tu as trouvé les moves que tu aimes et qui vont avec ton corps, il y a 2 conseils. Premier conseil, quand tu vas dans un cercle, il faut aller avant qu'il rétrécisse trop vite. Donc, ça, c'est le premier truc. Ça veut dire que quand tu sens que le cercle commence à être engagé, il faut aller genre tout de suite. Il faut pas attendre parce qu'après, genre, ça se resserre comme. Ça se resserre, bref, ça se resserre. Et il faut aller tout de suite avant que ça ah, rétrécisse. cool. J'ai trouvé une métaphore horrible. Je peux pas dire à haute voix. Et du coup, l'autre truc à faire, c'est quand il y a un grand qui commence à faire des top rock dans un petit cercle, c'est un grand qui m'a dit ça, Bedrock de Zebra Mob à New Jersey, il m'avait dit, t'inquiète pas, dès le moment où tu fais le move, que tu vas lancer un truc, tout le monde va se reculer pour pas se prendre un pied. Donc en fait, le cercle, c'est pas une barrière qui bouge pas, c'est des gens qui voient ce que tu vas faire et puis qui vont s'adapter à ce que tu fais, tu vois. Donc si tu arrives à montrer ce que tu vas faire et montrer que là, oh shit, là, il a pris l'élan pour balancer un power, les gens ils vont se reculer organiquement, tu vois. Donc c'est ça. C'est bon, C'est beau, bah. c'est une réponse quand même plus concrète que la réponse de J'espère que T-Rock. quand le corona il va partir, ça m'aidera bien. Ouais, mais des fois, je suis dans un cercle et j'ai envie d'aller. Il y a un gars qui me vole la place. Après, c'est trop serré. Puis je dis à mes potes, bon, ben, je vais dans un autre. Il faut que j'attende un Ouais. cercle qui est en train de se former, qui est encore à la taille où je suis OK. Et puis sinon, il faut Ouais. tout de suite aller directement à un power mover. S'il y a un power mover où les gens s'écartent, il faut sauter direct derrière, tu vois. Il faut pas aller, Faut avoir un pote qui fasse. il faut pas aller derrière Zeninho, tu vois. Il faut aller derrière Versis, tu vois. Bon exemple. Et un zénith. Amjad, on va pas tarder à arriver à la fin de la conversation. Yes. Moi, il y a une dernière petite question qui me vient à l'esprit là. C'est en regardant quelques interviews, une en 2011 où tu faisais un peu un genre d'état des lieux de où en Ah sont ouais. les événements pour toi, etc. Et en regardant quelques autres trucs, j'avais senti une sorte de, je sais pas si le mot c'est mélancolie ou en tout cas que t'étais déçu avec où en était l'état, on va dire peut-être politique, organisationnel du break. Ouais. T'en es où par C'était rapport à l'interview où j'ai ça? une casquette avec un A dessus, un minuscule. Ouais, je crois que c'est interview pour le Circle Prince pour une des qualifs en Finlande peut-être, un truc comme Ouais. ça. Alors en fait, c'était l'after party était complètement ouf. Du coup, j'ai dormi 1 ou 2 heures. Le gars voulait que je fasse ça avant que je prenne l'avion. Du coup, j'étais déjà dans un état vaseux très avancé. Du coup, ça explique ma gueule et ma mélancolie. Mais en vrai, il m'a lancé sur un sujet où oui, j'étais un peu déçu de certains trucs. Tu as certains battles légendaires qui, en fait, ils ont continué leur battle. Puis en fait, ça j'aimais plus, tu vois.
Genre Battle of the Year, quand j'étais petit, c'était la légende. Après, c'est genre un truc que je regarde même pas. Freestyle Session, la même chose. B-Boy Summit, la même chose. Tout, plein de grands concours, en fait, c'était dingue. Et puis, en fait, c'est pour ça que j'ai tué Circle Kings aussi. J'avais pas envie, j'avais peur qu'un événement comme ça puisse, où j'ai donné ma vie et ma passion, puisse un jour être genre, ah ouais, il y a Circle Kings, puis en fait, je le fais, il y a du monde, mais il n'y a pas l'effort, tu vois, il y a que des gens lambda, tu vois, j'ai pas envie de ça. Et puis j'ai aussi une remarque, c'est que si je devais définir en fermant les yeux, qu'est-ce que c'est pour moi un moment hyper hip-hop, c'est genre, je vois le soleil, je vois l'eau, je vois des mecs qui break sur le goudron à torse nu, je vois genre peu de règles, et puis c'est pour ça que j'ai fait le Concrete Jam. C'est encore plus hip-hop dans ma pensée que le Circle Kings, quoi. Donc c'est juste, c'est barbecue, binge, break, tough. Nice. Pour les breakers qui nous écoutent, t'as quoi d'autre à part cette jam que t'organises, comme jam en Europe ou voire dans le monde, euh, pour lesquels tu penses que ça vaut le coup d'aller? Alors, je vais essayer de faire dans les classements des 5 top 5. Il y aurait Son Kinsey à Barcelone. Genre, On est d'accord. Classique. on est d'accord. Il y aurait Roughneck Attack Anniversary qui a lieu que tous les 5 ans. Mais ça, c'est un truc dans l'Est qui Je est suis amusé. complètement malade. Euh, je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été à des jams que je me rappelle même pas, mec. Et puis après, Bah, il y a pour la jam moi, des Youpi Crew peut-être. J'ai jamais été, je peux pas dire, mais c'est sûrement hyper bien. Genre, il y avait, en fait, il y a toute une clique qui a commencé un peu après Circle Kings, après le Concrete Jam. Il y a eu Flomo Anniversary, il y a eu le Real Deal, il y a eu Just for Rockers. Il commençait à y avoir un espèce de calendrier j'appelais ça le circuit B. Tu vois, il y avait le circuit A avec les grands trucs, puis il y avait le circuit B avec Rockefeller Anniversary en Pologne, Just for Rockers, Flow Anniversary, Real Deal, Concrete Jam. euh, et puis du coup, c'était bien. Mais maintenant, tu vois, il y a aussi la jam des Marginals dans le sud, il y a la jam à Nat, Move On Up à Marseille. Donc en fait, maintenant, j'ai eu l'impression que les gens qui ont grandi avec Circle Kings, ils ont enfin la maturité et le pouvoir de faire des événements. Puis en fait, c'est plein d'événements chouettes, quoi. Ça veut dire que j'ai jamais été à Who Got the Flower, du coup je peux pas dire, mais ce que j'ai vu de dehors, là, le concrete, ça a l'air malade, tu vois. C'était en gros, genre, je vais être là l'année prochaine, tu vois. Ou cette année, s'il y a. Bah, franchement, on te donnera les dates. On te donnera les dates. Ouais, mais du coup, Euh, j'ai l'impression qu'il y a plein d'événements bien qui sont nés un peu partout, et puis que c'est chouette parce que j'ai plus besoin de faire forcément de jam, tu vois. Ça veut dire que il y a le relais qui est passé, tu vois. cool. Avant de te laisser, on a un genre de petit rituel pour la personne qui te suivra dans les podcasts. La prochaine personne qu'on interviewe, c'est David Cola. Yes. Euh, Est-ce que tu peux le décrire en 3 mots, les 3 mots qui te viennent? 3 mots. Ouh là, c'est dur. Alors, footwork, stylé, et le dernier mot, qu'est-ce que ça pourrait être? Et c'est quoi les mots les sudistes là? Un gars du sud, quoi. C'est un gars du Sud, ouais, tu veux quoi Il comme est mot? non, David On Cola, peut il est dire- pas du sud. Si, Si. si, il est sur Marseille, ouais. Alors j'ai envie de dire marseillais. Merci. Voilà. Ouais, tu voulais un mot qui représentait le Sud, non? Genre pétanque ou quoi? Ouais, ou Artiste. sudiste, ou je sais pas exactement si vous avez un terme, comment vous appelez les mecs du sud. Il y a les ch'tis dans le nord, puis après je sais pas ce qu'il y a dans le sud. Je sais Ah, dans le pas. sud, on dit rien. On dit rien? Ok. On prend juste un accent du sud, en Ok. général. Mais David Colla, depuis que je break, il était fort et il a toujours réussi à se maintenir, même s'il est relativement discret. Je pense qu'il taffe beaucoup avec la danse, du coup il se maintient, mais il y avait deux, trois gars dans le sud que j'étais hyper impressionné, dont aussi un mec qui était malade, un gars de Perpignan,
qui bosse avec Storm. Un de mes b-boys préférés français, quasi à je vois l'époque. Clairement. Tu le Ok, connais même pas. ok. C'est à dire à quel point il est underground, le gars. C'est un mec de Perpignan qui est ouf. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un petit truc de Korean Rock sur lui dans un battle à Leeds. Il a été un Français du Sud, mec. Il faut rechercher son nom. Il est malade. Je me rappelle plus comment il Ok, s'appelle. on cherchera son nom. Ouais, Bah, si tu t'en rappelles, tu nous l'écriras, ouais, puis on notera. exactement. Qu'est-ce que c'est les noms qu'il a dit celui d'avant sur moi? Alors en fait, on a eu une personne avant toi qui a annulé et qu'on a dû reporter. Du coup, il y a Ah, personne qui a eu la chance de pouvoir te donner les shit. mots sur toi. Ok, cool. Mais par contre, toi, tu as le droit aussi de donner une question qu'on va aborder avec David Cola, un thème ou une question que tu veux qu'on lui pose. Alors, j'en ai plein. Hein. Question. Est-ce que ça serait pourquoi est-il ami avec Bip? Non, je sais pas quoi dire, David Collat. Je dirais pourquoi est-ce qu'il va pas. Pourquoi est-ce qu'on le voit pas forcément dans les jams en général? C'est une bonne question. Parce qu'il y a pas mal Franchement, d'anciens, je les vois toujours à des dames. Tu as Crazy, Pervez, Freeze, tu as des mecs qui veulent aller à des jams pour danser, mais en fait, lui, j'ai l'impression que j'entends toujours son nom. Quand je vois du footage de lui, il est toujours fort, mais je le vois à aucun truc. grave. C'est vrai Mystère, qu'il est est-ce qu'il encore kiffe frais. pas On lui posera la question alors. Ouais, exactement, cool. Bon, merci de m'avoir eu, les gars. C'était un plaisir. Mais Bah, pareil, merci à toi, Jad. c'était grave du lourd. Bonne Franchement, chance. c'était un honneur de t'avoir. Ça fait trop Grave. plaisir. Ok, merci, les Tu m'as gars. inspiré pour des années là. Right. Bah, si vous voulez À venir bientôt. danser à Lausanne, vous dites, hein, c'est à côté. Hein. Bah, Bah, carrément, grave. carrément. Moi, je suis moins dans le coin, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il passe le crew là. Vas-y, grave. Ouais, je Bon, donne des workshops pour les grands. si tu à veux. l'occasion. Cool. Merci, mec. À plus. Vas-y, Ça à marche. la prochaine. À plus, peace. Ciao. Ciao.